Bonjour tout le monde et bienvenue à Vue de chez vous. Cette semaine encore, on vous présente différentes entrevues qui ont été réalisées pour faire rayonner notre territoire en temps de pandémie. Pour ma part, j'ai discuté avec une kinésiologue qui est bien connue à Lac-Beauport et aussi partout dans la grande région de Québec, Natacha Gagné du Défi Novembre. Bon visionnement! Notre entrevue cette semaine se fait avec Natacha Gagné, qui est kinésiologue, que vous avez vu régulièrement à nos émissions, soit Vue d'ici. On l'a rencontrée à différents moments dans les dernières années pour parler de ses activités du Grand Club de course. Natacha, bienvenue à Vue de chez vous. Ça demande beaucoup d'adaptation, la COVID, hein? Oui, ça demande beaucoup d'adaptation dans tous les secteurs. Notre secteur de l'activité physique est aussi touché, évidemment. Comment vous êtes adapté depuis le début de la pandémie? En mars dernier, je voyais que le Grand Club de course était quand même actif sur les réseaux sociaux. Peux-tu nous faire une petite ligne du temps là, de comment ça s'est passé de ton côté? Tout s'est tourné vers le virtuel doucement. Tu sais, on aime beaucoup le présentiel. C'est ce qu'on veut le plus faire vivre. Alors, à partir de mars, là, on a réduit un peu nos activités. On s'est adapté aux directives gouvernementales. On s'est intéressé, on s'est tourné vers le virtuel où on est complètement allé en avril-mai. Ensuite, on a été capable de reprendre un petit peu d'activité, ce qu'on a fait. Puis là, tout est sur pause en présentiel, mais le virtuel continue, dont le fameux défi de novembre. Oui, c'est ça, c'est le prochain défi dans lequel tu es impliqué. Parle-nous justement de la version défi novembre habituelle et comment vous l'adaptez maintenant. Ça va être la 7e année cette année du défi de novembre pour faire bouger les gens au mois de novembre, les faire bouger les matins, tous les mardis matins, donc 4 ou 5 mardis, dépendamment combien on en a au mois de novembre, là, sur les plaines d'Abraham. Donc, se regrouper, bouger ensemble de 6h30 à 7h, dépenser notre énergie. On était plusieurs entraîneurs à se réunir pour encadrer, animer, superviser tout ça. Maintenant, cette année, on s'est dit, est-ce qu'on le fait quand même, étant donné la situation? En fait, c'est pas moi qui est l'organisatrice principale, c'est Edith Castonguay-Lebel et Élise le chasseur de PCN. Donc, c'est eux qui chapeautent tout ça, puis qui ont décidé de le faire en mode virtuel. Donc, tous les mardis de novembre, vers 6h20, il y a un lien Zoom qui va être disponible sur la page du défi de novembre, sur lequel les gens vont pouvoir cliquer. Ils vont devoir avoir écouteurs aux oreilles, téléphone avec eux, être dehors, parce que nos entraîneurs vont guider les activités de l'extérieur. Ah, c'est important ça. En plus, au mois de novembre, souvent, on l'associe à la noirceur, au changement de température. On le voit, là, il commence à neiger tranquillement, mais c'est vraiment pour un peu contrer non seulement le fait qu'on est moins actif au mois de novembre, mais cette année, en plus, ça va contrer l'isolement d'une certaine façon. Oui, c'est de bouger tout ensemble, chacun de chez soi, vraiment. Parle-nous maintenant de l'activité physique en mode COVID. En étant kinésiologue, tu as accompagné des dizaines, voire des centaines de personnes au cours des dernières années à reprendre leur santé en main ou encore à la maintenir, l'améliorer. Comment ça se passe là maintenant? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui sont à la recherche peut-être de justement maintenir leur santé ou l'améliorer malgré la pandémie? La pandémie, ça a eu deux côtés. Il y a des gens qui ont moins bougé, il y en a qui ont bougé davantage. Alors, ceux qui ont moins bougé, je leur conseille de recommencer à bouger en faisant des marches, en allant dehors, justement, vivre des expériences comme le défi de novembre. Ça permet de le faire de manière pseudo-organisée. Mais il y a des gens aussi qui se sont mis à beaucoup plus bouger et de là sont venues quelques blessures. Alors, ce que je conseille, c'est d'en faire juste assez. Pas trop pour se blesser, mais juste assez pour rester en santé. Juste pour donner une petite ligne directrice, là, on parle de 150 minutes d'activité cardio-respiratoire d'intensité modérée par semaine. Fait que ça peut être modéré à élevé, puis plus on bouge, mieux c'est. Parfait. Le Grand Club de course, les activités sont mises sur pause pour le moment, mais ça, c'est un club qui s'adresse aux enfants, aux jeunes. Est-ce qu'il y a des conseils aux parents pour... premièrement, on le sait, là, c'est prouvé, l'activité physique aide le moral, est bonne pour nos jeunes. Est-ce que tu as des conseils aussi pour les parents pour aider leur enfant à finalement passer à travers cette crise-là avec l'activité physique?
Ouais, ben allez jouer dehors avec les enfants et laissez-les jouer dehors aussi. Il y a aussi des activités ou des alternatives virtuelles qui existent pour eux. Le Grand Club de course en propose une. Mais la meilleure façon de mettre les enfants en action, c'est d'aller dehors avec eux, de rendre des objets disponibles pour eux comme des bâtons de hockey, des balles, des ballons. Des espaces où ils peuvent courir. Il y en a qui sont publics. Il y a nos cours arrière aussi. Mais il faut aller jouer. Un enfant, ça joue. Peu importe le sport que ça pratique, un enfant doit jouer. Maintenant, tu es rendu chez PCN. Ça fait plusieurs années ou c'est quand même récent comme défi? Ben, en fait, moi, je suis consultante. À mon compte à moi, puis je travaille et chez PCN et chez Physiothérapie PMP, qui est plus à Bois-Châtel. Donc, je vais dans les cliniques où l'environnement est magnifique pour accueillir mes clients. Super. Puis ça se passe bien de ce côté-là. Si les gens veulent te consulter, ils passent par ton site web, ta page Facebook? Oui, ma page Facebook, c'est parfait. Le site web, natachagagné-kinésiologue.ca. Puis c'est toujours possible d'appeler chez Physiothérapie PCN de la capitale ou encore Physiothérapie PMP. Super. Bien, merci beaucoup, Natacha. On va continuer de te suivre. On va souhaiter que les activités physiques puissent recommencer le plus vite possible pour le Grand Club de course et tout le reste. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Puis, on va te laisser aller jouer avec ton chien. Oui, merci. À bientôt. Pour sa part, Rosalie nous fait découvrir l'entreprise de mode Marilou Design. J'ai la chance de discuter aujourd'hui avec Marilou Boucher, designer de l'entreprise Marilou Design. Marilou, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui parce que je pense que c'est important de parler de la mode et du design québécois. Dis-moi, comment ça a commencé, Marilou Design? J'ai comme grandi dans cette idée-là. J'ai fait mon secondaire avec l'idée d'être designer de mode. Après ça, je suis allée étudier en design de mode. Puis quand je suis sortie de l'école, en fait, je me suis dit, j'ai rien à perdre, fait que je vais commencer tout de suite. J'avais déjà dans l'idée que j'allais me partir ma marque, puis que j'allais avoir une marque de vêtements pour femmes. Fait que c'est ça, ça a commencé en 2013. À l'époque, j'ai commencé en étant salariée en même temps, parce que ça diminue un peu le risque de se lancer en affaires, disons. De fil en aiguille, ça allait de mieux en mieux. Je savais exactement que c'était ça que je voulais faire de ma vie. T'sais, tout se concrétisait. En avril 2017, j'ai tout lâché puis je me suis lancée temps plein dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est votre rôle exactement? Parce que vous avez fondé l'entreprise, vous designez les vêtements, c'est pas vous qui les concevez, j'imagine? Fait que c'est moi qui fais toute la gestion de l'entreprise, le développement des affaires. Je m'occupe des opérations, autant marketing, service à la clientèle que tout ce qui est création du vêtement. Le patron, c'est déterminant pour le modèle. Par la suite, quand le vêtement est créé puis c'est à mon goût, là, j'ai d'autres personnes avec moi qui vont s'occuper de la production. Fait que ça va être quelqu'un qui va tailler la production, puis on a des couturières aussi qui vont s'occuper de la confection des vêtements. Donc, tu sais, toute la production maintenant, c'est vraiment des experts qui le font. Là. J'ai vraiment des perles rares. Là. Les couturières sont extrêmement bonnes. Puis sont passionnés aussi, là, les couturières. Donc, c'est ça. Tout est fait au Québec. Puis sinon, moi, c'est ça, je fais la gestion. Je fais tout le reste. Là, ça implique vraiment beaucoup de chapeaux. Là. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la confection, dans le design des morceaux que vous faites? Chaque morceau est différent. Qu'est-ce qui est important d'apporter à ce morceau-là? Quand je crée le vêtement, je veux que ça soit d'abord et avant tout confortable. Puis moi, j'aime ça dire que je fais du mou chic. Fait que dans le fond, je fais vraiment comme... T'as l'impression d'être habillé en mou puis d'être vraiment confort, mais t'es chic. Fait que moi, c'est un peu ça que ma ligne... directrice. Puis en même temps, j'essaie de faire des vêtements vraiment polyvalents. Moi, j'ai le but que tu portes le vêtement tout le temps, quand ça te tente. Fait que tu peux le porter l'été quand c'est une soirée fraîche, autant que tu peux le porter l'automne quand il commence à faire froid, puis vraiment comme il est durable, puis il va rester beau, le style, la qualité. Quand on visite votre site web, on peut voir que vous dites vouloir redéfinir l'image de la mode locale et favoriser l'industrie vers la slow fashion, donc la mode lente. C'est quoi la différence entre la slow fashion et la fast fashion?
sais, le fast fashion, c'est de la mode jetable pour moi. Puis c'est extrêmement polluant, la mode. C'est la deuxième industrie la plus polluante. Là. C'est vraiment triste de dire ça puis de travailler là-dedans. Mais justement, moi, je suis plus dans le slow fashion, ce qui veut être une option de consommation de mode plus durable. Fait qu'on achète moins, on achète mieux. La fast fashion aussi, ça implique des ressources humaines qui sont pas super bien traitées, si tu veux. Là. Il y a beaucoup d'usines que c'est encore des enfants qui travaillent. Fait que, tu sais, le slow fashion, c'est des adultes dans des bonnes conditions, avec un bon salaire, qui travaillent, sont bien payés, ils adorent leur métier. Puis c'est ça, c'est des vêtements durables. Fait qu'on on a besoin de moins, on peut mieux les choisir, puis ils vont durer plus longtemps. Fait qu'au lieu de jeter des tonnes de vêtements par année, on peut avoir une garde-robe plus petite qui fait très bien puis qui fait qu'on se sent bien. Si vous aviez quelque chose à dire aux gens qui trouvent que la mode locale, c'est trop dispendieux, qui n'ont pas les moyens de s'offrir ça, qu'est-ce que ça serait? Le consommer local, c'est ça paraît pire que c'est. C'est sûr que ta priorité, ça va être de nourrir ta famille. Tu sais, si tu as un budget plus serré, choisis pas un chandail à 130 $, mais ça peut être justement des choix qu'on va faire si on n'a pas les moyens de consommer fait au Québec de A à Z, mettons, comme ma marque, ça peut être de consommer chez un commerçant québécois qui va vendre de l'import-export, mais la première étape, c'est que le commerçant, son siège social est ici. Fait que, ça peut être des choix qu'on fait comme ça. Tu n'es pas obligé de faire ta garde-robe 100% fait au Québec, mais choisir des pièces clés dans ta garde-robe qui vont faire en sorte que ce choix-là, tu vas l'apprécier, tu vas l'aimer, tu vas en être fier, puis tu vas le porter longtemps, puis entre guillemets, qui vaut la peine pour toi dans ton quotidien. Ça peut être d'aller dans des friperies, ça peut être d'échanger ses vêtements avec ses amis. Tu sais, souvent, on va se lasser de quelque chose, puis on peut l'échanger avec son ami. Puis, tu sais, il y a plein d'alternatives à mieux consommer la mode. Merci beaucoup, Marie-Lou. On invite les gens à visiter ton site web mariloudesign.com. Évidemment, c'est une boutique qui est en ce moment seulement en ligne. On espère la voir peut-être un jour dans une boutique réelle, qui sait. Merci beaucoup. Si jamais les gens ont des questions, est-ce que c'est possible de vous rejoindre? La page Facebook, les courriels, je réponds le plus rapidement à toutes les questions. Génial. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours rejoindre Marie-Lou. Merci encore. Merci! Découvrons avec Alicia cette semaine la boutique de notre territoire, côté fleurs, côté couleurs. Alors aujourd'hui, je m'entretiens avec Sarah Potvin, qui est la propriétaire d'une charmante boutique à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. La boutique s'appelle Côté Fleurs, Côté Couleurs. Puis Sarah, quand j'ai été sur ton site Internet et sur ta page Facebook, je me suis rendu compte que, tu crées vraiment tes bouquets à la couleur un peu de tes clients. J'ai comme senti toute la passion entrepreneuriale que tu avais, tout le service à la clientèle qui était assez unique de ton côté. Ça m'amène à te poser une première question. Comment est-ce que ça a commencé, cette belle aventure avec Côté Fleurs, Côté Couleurs? Moi, en fait, je suis fleuriste, ça fait 14 ans cette année. T'sais, mes clients, c'est comme des amis. Là, ils rentrent dans ma boutique, il y a des bancs à l'entrée, ils peuvent s'asseoir pendant que je fais mon bouquet, on discute. Je pose des questions aussi là, sur la personne à qui va aller le bouquet de fleurs, son âge, sans indiscrétion, je demande l'âge de la personne. J'aime ça, savoir, mettons, si c'était un peu plus excentrique, est-ce plus douce, est-ce plus... c'est une personne qui est plus réservée, qui aime les choses plus traditionnelles, plus éclassées. Fait que c'est vraiment des questions. J'essaie de savoir à qui va aller le bouquet pour faire vraiment le bouquet le plus proche possible là, de la personne. Étant donné que je la connais pas. Des fois, ça arrive que je la connais, vu qu'on est quand même dans une petite ville, là, mais... Donc, c'est ça, pour moi, c'est vraiment important depuis le début. Donc, j'ai décidé de le transposer aussi dans mon entreprise, là. 14 ans. Tu as toujours eu la fibre entrepreneuriale? Est-ce que c'est quelque chose que tu portes depuis longtemps? Tu as toujours eu ce rêve d'avoir une boutique à toi? Oui, depuis le début. Depuis la première journée que j'ai fait mon cours de fleuristerie à Chicoutimi en 2007. Ça a vraiment toujours été quelque chose qui m'a... j'ai caressé ce rêve-là là, depuis le début. C'est sûr que, tu sais, faut trouver le bon moment. Le bon moment s'est présenté en 2017. J'ai commencé à faire mon cours de lancement d'entreprise. Puis j'ai lancé la boutique le 27 avril 2017. Et j'ai vu sur ton site Internet que tu utilisais des fleurs de saison.
Donc, ça veut dire qu'il y a un moment dans l'année où on n'a pas accès à telle ou telle fleur. Pourquoi c'est important pour toi de prendre des fleurs là, qui de saison? Elles sont moins chères, c'est sûr. C'est le prix vraiment du marché. L'été, c'est sûr qu'on peut utiliser les fleurs locales à ce moment-là, étant donné qu'au Québec, la saison est c'est un peu comme les légumes, là. La saison est très courte. Donc, on est capable d'avoir les tulipes de l'île du Prince-Édouard au printemps. Ensuite, c'est toutes les jonquilles, le lilas, les jacinthes. On est capable d'avoir ça au printemps. Ensuite, on a les pivoines qui viennent de Saint-Augustin aussi. On est capable d'avoir ça facilement. Ensuite, c'est surtout des fleurs locales de l'Ontario qui vont venir du Canada. Ça, c'est important pour moi parce qu'on peut encourager local à ce moment-là. Ben justement, puis toi, tu proposes d'ailleurs des créations québécoises dans ta boutique. Il n'y a pas juste des fleurs, c'est que tu peux acheter des objets qui ont été faits par des créateurs de la région, peut-être du Québec au complet. Là. Oui. Pourquoi tu fais ça aussi? En fait, moi, je suis une artiste dans l'âme. Je fais des toiles, je crée beaucoup de choses. Je vais faire justement les petits capteurs de rêve. Pour moi, c'est important que les gens achètent mes choses. Donc, je veux que les artisans du coin soient mis en valeur dans ma boutique. Puis, il y a tellement des beaux entrepreneurs là, dans le coin. J'ai surtout de l'achat local là, de Sainte-Catherine, Fossambeau-sur-le-Lac, Saint-Basile, Neuville. Puis tu proposes aussi des ateliers créatifs. Ça, je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas en temps de COVID comment ça fonctionne, si c'est encore lieu ou pas, mais qu'est-ce que c'est les ateliers créatifs que tu proposes? Les ateliers créatifs, on en a fait plusieurs quand même là, dans les dernières années. C'est sûr que là, d'habitude, je fais une programmation d'automne qui n'aura pas lieu cette année, malheureusement, surtout là, que la Ville de Québec, on vient de tomber en zone rouge. Là. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les enfants, premièrement. Je trouve ça le fun de les voir s'émerveiller, embarquer dans mes affaires. Souvent, mettons, les parents vont me dire « Ah, tu vas voir, il est un peu agité, mais quand ils s'assoient et que je commence à leur faire quelque chose, ils sont tellement passionnés, ils sont tellement dedans, je trouve ça malade de les voir aller. » Fait que je fais souvent Encore une fois, c'est saisonnier. Fait que je vais avec des ateliers d'Halloween, ateliers de Noël, ateliers d'été, le printemps, la Saint-Valentin. Je vais avec ces thématiques-là. Puis c'est vraiment le fun. À chaque fois, les gens sont super ravis. Ben écoute, Sarah, un énorme merci pour cette entrevue aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés à voir un peu plus différents services, puis juste aller voir ce que tu fais, il y a ton site internet www.cotefleurs-couleurs.com, puis également ta page Facebook. Donc, je te souhaite une belle continuation, puis je te souhaite de créer encore des merveilleux bouquets pour toutes les femmes et les hommes de ce monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye. Il est certain que le monde de la restauration est chamboulé actuellement, vu toutes les mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Et Mégane en discute dans cette entrevue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Alexandre Gauvin, directeur de la restauration pour les restaurants Le Batifolle de Lac-Beauport et de Beauport. Bonjour Alexandre. Bonjour Mégane, ça va bien? Très bien, merci. Alexandre, le Batifolle s'impose comme un incontournable à Lac-Beauport depuis 30 ans maintenant. Donc, pour les gens de la région et des alentours qui ne connaissent pas le restaurant Le Batifolle, dis-moi, quelle est votre offre de service et surtout, quelles sont vos spécialités? C'est simple, le Batifolle, ça fait, va faire 30 ans là, qu'on existe. Notre grande renommée, effectivement, on est un restaurant qui, d'emblée, est très accueillant, très familial. Mais si on regarde plus au niveau de notre menu, notre cuisine, définitivement, c'est nos déjeuners qui sont nos grands vainqueurs, si je peux dire. Puis sinon, de soir, on a une très belle table de soir également. Une grande spécialité au niveau de nos tartares, définitivement, qui font notre renommée là, depuis très longtemps. D'ailleurs, une promotion qui est habituellement hebdomadaire là, avant notre fermeture, qui reviendra certainement là, à la réouverture. Alexandre, on ne peut pas passer sous silence le fait que cette année, en 2020, vous fêtez votre 30e anniversaire. Évidemment, vous ne pouvez pas fêter comme vous l'auriez souhaité. Mais dites-moi, comment est-ce qu'on fête autant d'années de restauration en ce contexte actuel? On avait des grands projets en branle, puis on les a quand même débutés, ceci étant dit. Une petite cure de rajeunissement là, qui se faisait besoin, qui se faisait sentir pour le restaurant. Fait que c'est un peu ça qu'on voulait faire. On voulait célébrer en apportant une nouvelle version rajeunie du Batifolle à Lac-Beauport pour ses 30e anniversaire. Maintenant, ça a tout ça un peu de retard là, dans ces projets-là. Toutefois, on a mis de l'avant certaines choses. Définitivement qu'on va pouvoir du moins fêter le 30e anniversaire peut-être lors du 31e, mais
on fera semblant tout simplement, puis on va célébrer quand même sans faute. Alexandre, dites-moi, vous avez parlé de cure de rajeunissement. Vous aviez déjà commencé à entamer des rénovations du côté du Batifol à Lac-Beauport. Est-ce que c'est toujours en branle? Est-ce que vous rénovez toujours de ce côté-là? Absolument. Donc, tu sais, on avait, rencontré puis travaillé avec promoteurs et designers il y a déjà plusieurs mois de cela. On a tous les plans, tous les projets, toutes les idées, tout est finalisé sur papier. Puis on était supposé faire ça essentiellement au mois de mars dernier, même février. Mais avec tout ça qui se tramait, il était sain et logique et de mettre ça un peu sur la glace ou sur le back burner, comme on dit en français pour utiliser un terme de cuisine. C'est-à-dire qu'on s'est quand même dit que par besoin imminent, qu'il y avait des choses à changer, autant dans les équipements de cuisine que dans la salle à manger. Donc, il y a certaines touches qu'on a commencé à faire. Donc, tout ça, des petits morceaux qui vont peut-être apparaître là, au courant des prochains mois pour ultimement une fermeture un peu plus longue pour finaliser le tout, puis vraiment mettre la dernière boucle sur le cadeau, si on peut dire. Puis, lorsqu'on aura à ce moment-là, lorsque ce sera tout fait, on aura la chance de le célébrer convenablement et espérons-le avec le plus de gens possible en sécurité pour tout le monde. Alexandre, on ne sait toujours pas quand les restaurants vont réouvrir. Et sans dire que ça s'en vient demain matin, il faut penser au temps des fêtes. Est-ce que vous avez commencé à imaginer un plan pour votre clientèle d'un coup que les restaurants ne soient pas ouverts à temps pour Noël? C'est un beau challenge, on passe à travers, puis on innove, on se renouvelle, puis on offre une nouvelle offre de service avec les take-out et les livraisons qu'on va certainement continuer d'offrir après la réouverture. Fait qu'on est d'autant plus versatile, d'autant plus disponible pour tout le monde de notre clientèle, autant en restaurant qu'à la maison. Fait qu'on se diversifie. Tu sais, les restaurateurs, là, quand ils abordent le temps des fêtes pour les parties de bureau ou de famille même, c'est pas à la fin novembre qu'ils commencent à y penser. Hein. On planche là-dessus depuis certainement septembre, voire fin août. Puis on savait à quoi s'attendre, même avant ce deuxième confinement-là, que les parties de Noël ne seraient pas très populaires ou voire même permis. Puis on en a la preuve là, dans les annonces dernièrement aux nouvelles que ça n'aura vraiment pas lieu. Donc on n'a pas vraiment pensé à différentes offres, notamment les tables d'hôtes que je parlais tout à l'heure à emporter chez soi. Déjà, des entrepreneurs ou des propriétaires d'entreprises nous ont approchés pour avoir ce produit-là pour offrir à leurs employés pour faire office de party de Noël. Ce qu'on veut offrir, ça va probablement sortir prochainement là, sur nos réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Alexandre, c'est beau avoir un restaurant qui sait se réinventer et qui sait pallier avec les difficultés auxquelles on fait face présentement. Merci beaucoup, Alexandre, pour votre temps. Et évidemment, on invite les gens de Lac-Beauport, mais aussi des environs de la région de Québec à se déplacer sur votre site web virtuel, évidemment, lebatifol.com pour commander un délicieux repas pour emporter. Évidemment, nous, on se dit à très bientôt. On a très hâte de vous revoir directement au restaurant Le Batifol à Lac-Beauport pour déguster un de vos délicieux repas dans votre nouveau décor 2020. Merci beaucoup, Alexandre. Merci de m'avoir reçu, Mégane. Merci, bonne journée. Et finalement, Fredo nous fait découvrir un nouvel entrepôt à Stoneham. Bonne écoute! Je suis présentement en compagnie de Philippe Laperrière, fondateur de Souga, une entreprise qui se spécialise dans le cannabis médicinal de qualité. Aujourd'hui, on va en savoir plus sur l'histoire de l'entreprise, sa mission, mais aussi le choix d'emplacement de son QG qui est dans l'arrière-pays. Merci Philippe d'être avec nous aujourd'hui. Salut. On veut savoir, bonjour, on veut savoir, t'es loin d'être un consommateur de cannabis, en tout cas médicinal ou pas médicinal guéri. En tout cas, tu l'étais pas à l'époque, mais tu l'es devenu un peu de force. Est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire-là, puis du pourquoi Souga est né? Oui, bien sûr. Écoute, comme tu le disais d'entrée de jeu, j'étais pas un consommateur de cannabis, ça ne faisait pas partie de mes habitudes de vie. Et après un voyage en voilier d'1 an avec ma famille, je suis revenu, ça brasse un peu, tu sais, comme toutes les valeurs, qu'est-ce qu'on va faire en revenant, etc., etc. Le 7 septembre 2018, je faisais beaucoup de vélo de montagne. Je suis allé en vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne et j'ai pris une saprée débarque. Oui, absolument. Où est-ce que finalement, ça s'est résulté par une commotion cérébrale, un traumatisme crânien sévère. Et au fur et à mesure que j'ai lu, j'ai découvert en fait que le cannabis, le CBD, un des ingrédients actifs dans le cannabis médical, pouvait aider pour les commotions cérébrales. Donc, pas plus qu'un autre.
c'est devenu légal. Donc, je me suis présenté à la SQDC dans la première semaine de légalisation. J'ai essayé le CBD en 3 minutes à peine. Je n'avais plus aucun mot de tête. Et j'ai vu qu'il y avait un congrès à Las Vegas. Donc, j'ai décidé de prendre le peu d'économie qui nous restait parce qu'un voyage en voilier pendant 1 an, hors contrôle de menterie, et ça coûte de l'argent un petit peu. Donc, je suis allé à Vegas, je suis allé chercher de la donnée, je suis allé chercher de l'information. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un monde des possibles qui s'ouvrait devant moi. Alors, je suis allé chercher des données probantes, j'ai monté un plan d'affaires. En revenant, j'ai levé le financement. Puis aujourd'hui, je te dirais 2 ans plus tard, ben, on est dans l'usine. Hier soir, on a fini tard, on a fini à 11h30. On a fait nos premières boutures. On avait 1000 boutures à faire pour préparer notre première plantation. Donc, ben voilà, on est là aujourd'hui, super excités, une équipe incroyable. Puis on s'entend que tu étais loin d'être agriculteur quand tu as décidé de lancer. On s'entend, tu as été voyageur, ça c'est clair, pendant 1 an. Mais au-delà de ça, je crois que tu as travaillé dans l'événementiel. Côté artistique fort développé, oui, mais côté agricole, parle-nous-en comment ça s'est passé, cette transition-là. 0 avec une barre. Écoute, c'était pas dans mes intérêts, en fait, pas du tout. Et j'ai pas le choix de te dire qu'aujourd'hui, je suis en train de vivre les plus beaux moments de ma vie, tu sais. Fuga, moi, je l'ai bâti pour faire du bien. C'est notre mantra, tu sais. C'est cultiver avec soin, faire du bien. Donc, écoute, apprendre l'agriculture, pour moi, c'est devenu une passion, by the way, là. Tu sais, c'est rendu vraiment pour moi quelque chose de fascinant. Je regarde des films, je suis constamment en lecture. Il faut savoir que je me suis entouré d'une équipe extraordinaire. Tu sais, j'ai une agronome, j'ai quelqu'un qui a été gérant de ferme en Californie, on a un ingénieur aussi qui a beaucoup d'expérience dans tout ça. Donc, quand tu mets la somme des qualités et de l'expérience de l'équipe, ben pour moi, c'est comme si je faisais un masterclass à tous les jours sur l'agriculture. Tu sais. Puis assez même que sur les réseaux sociaux, on fait une petite blague avec ça, mais en même temps, c'est super intéressant pour les gens qui nous suivent. Tu sais, c'est rendu fil à l'école des jardiniers. Tu sais, on essaie de faire des publications régulières où est-ce qu'on me voit en train d'attendre. Mais là, tu me parles justement que tu as été bien accompagné, mais est-ce que tu as eu des défis qui ont été assez colossaux que tu as réussi à... Tu sais, là, tu me parlais de financement aussi, qui a été en 2 ans quand même une bonne partie aussi de l'histoire de Fuga. Tu sais, comment ça se passe, ça? C'est quoi tes plus gros défis? Ben écoute, au niveau des défis, il y en a plusieurs. Il faut savoir que d'abord et avant tout, il y a beaucoup de stigmas autour du cannabis. Hein? Et c'est normal parce que dans les 95 dernières années, on a dit que le cannabis, c'était mal. Il faut savoir que dans l'histoire de l'humanité, ça fait juste 95 ans que ça a été illégal. Là. Puis quand tu pars des projets comme ça, ben let's go, on tape à la trail, on va prendre le temps que ça prend. Puis c'est normal, tu sais. D'autres défis, ben c'est sûr qu'au niveau du financement, c'est difficile. Le Québec, présentement, particulièrement au Québec, quand tu regardes le Québec dans le reste du Canada, là, on est très, très, très conservateur. Et ça, pour moi, je ne suis pas sûr de te dire que ça a été une déception. Quand ils ont fait le bilan du 2 ans, là, il y a quelques semaines, ben, les spécialistes, que ce soit les médecins, que ce soit les policiers, etc., sont sortis pour dire qu'il n'y a pas eu aucune augmentation de tout ce qu'on attendait. Donc, le plus gros défi, c'est vraiment ça, c'est le stigma. Et les gens sont étonnés de voir à quel point dans leur entourage, il y a des gens qui consomment du cannabis. Après tout avoir construit ça, t'es rendu comme à l'étape de la fin, comme tu dis, aux boutures, pour commencer le tout. Juste savoir, c'est quoi ta plus grande fierté? Je te dirais que d'arriver à la ligne de départ et d'avoir notre licence de Santé Canada pour produire le cannabis médical, c'est ma plus grande fierté pour l'instant. Parce que j'ai l'impression qu'on va faire d'autres affaires puis que les fiertés, ben, on va avancer, on va changer. C'est ça. Mais je veux te remercier, Philippe, d'avoir participé à cette entrevue-là. On va te suivre, c'est sûr et certain. T'es super fine. Suivez-nous sur les médias sociaux, on a besoin de vous autres. Fuga, puis sur le site Internet, si vous voulez avoir des informations, là, puis essayer de comprendre un peu, on a des articles de blog, on a plein de trucs qui expliquent vraiment tout sur le cannabis médical, puis essayer de déboulonner ça, puis nourrir vos curiosités. Donc, si vous avez des hésitations, vous avez des... Allez lire, vous allez voir, il y a de l'information très probante. Fuga.ca. Merci Marie-Frédérique. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté Vite chez vous cette semaine. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, Facebook et aussi de vous rendre au www.ccap.tv pour revoir l'intégralité de nos émissions. On se retrouve très bientôt sur la chaîne de votre région. Bye bye!